mopao mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Débat sur CPL Télévision. Cette émission qui parle des questions politiques, juridiques et autres que nous avons lancées ici. Des questions importantes sont mises sur la table et deux invités avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. L'actualité reste dominée par ces deux sorties médiatiques de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, a annoncé un certain nombre de choses. La polémique est née de ces interviews. Il y en a qui applaudissent, d'autres non. Je vous propose une émission focus sur l'interview de M. Félix Antoine Tshisekedi. Deux invités avec moi sur ce plateau. À ma droite, Yves Bouya. Monsieur Bouya, bonjour. Bonjour, Claude Perroloir. Toujours un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Partagez, moi aussi, quand je te vois avec tes émissions, tes tribunes, tes réflexions, tes décrits, et je me dis toujours que tu as un très bon travail. Journaliste et responsable de CNews. Oui, CNews, j'ai maintenant là lancé la version site. Ah, c'est bien. Du journal. Nous étions sur la version Facebook. Maintenant, Ok. c'est la version site. Et nous devons aussi carburer pour cela. Merci. Et à ma gauche, Edmond Izouba. Izouba, bonjour. Bonjour Perrault, je suis très heureux. Mais ça fait longtemps, qu'est-ce qui se passe? Tu nous as En fouillé tout ici. cas, pour cette année, c'est la première fois. Oui, Je crois oui. la deuxième. Première ou deuxième fois? Oui, la première fois, l'émission a été interrompue, faute de l'électricité. Mais vous avez renouvelé la même confiance, la même invitation. Toi aussi, tu as lancé ta boîte? Oui, la boîte a été lancée, effectivement. Finalement, on peut dire, j'ai lancé Opinion Info, qui est une des structures des établissements Cold Group. Nous avons commencé par médias en ligne parce que nous estimons que le besoin d'informer sont là. Le besoin aussi, parce que nous sommes en ligne, de combattre le fake news. Nous sommes là. Donc, c'est une équipe jeune, de professionnels, des jeunes qui travaillent très dynamiques, homogènes, pour faire valoir la potentialité du Congo à travers le monde. Bon vent donc à toi, cher frère. Deux invités, deux journalistes avec moi. Merci. J'aimerais ouvrir une parenthèse, puisque vous êtes deux journalistes. Yves Bouya, il y aura élection du président de l'Union nationale de la presse du Congo le week-end prochain ici à Kinshasa. Jean-Marie Kassamba doit faire face, selon mes informations, à Floride Zantoto, à Jeff Caleb. Un candidat pour vous, votre cœur bat pour la jeunesse ou pour la continuité avec M. Kassamba? Oui, je suis pour la jeunesse, mais quand je vois les candidatures déposées par nos confrères jeunes, je me dis qu'ils ont encore du chemin à faire. Des candidatures fantaisistes, vous n'y croyez pas? Pas fantaisistes, mais vous savez comment est cette Floride, c'est quand même un rompu de la presse. Ben Jeff oui, Caleb, ben- c'est quelqu'un qui a fait ben ses oui, preuves dans ben une oui, bonne plume. ben oui, c'est métier, c'est réalité. Quand je dis réalité, c'est vraiment sur le plan professionnel. Nous savons quand des fois un journaliste est arrêté ici, c'est des fois des interventions. Il y a des gens aujourd'hui passés vraiment dans la sphère politique qui sont des fois difficiles à bousculer, des fois à joindre, à atteindre, difficiles des fois à voir. Et Perrault, tu le sais, toi et moi, peut-être avec Edmond, des fois quand nous sommes traqués ici, au-delà de toute chose, on commence d'abord les négociations. Alors moi, je mets en compte cela, je vois de toutes les candidatures, je vois Floride, jusque-là qui ont déposé officiellement, je vois Floride, je vois Jeff Caleb, je ne dis pas que... Mais ce pas des gens qui déméritent, c'est quand même des gens qui travaillent, c'est des gens qui ont fait un nom, des noms dans cette corporation. Mais moi, sincèrement, pour te le dire, que moi, mon cœur bat du côté de Jean-Marie Kassamba. Vous pensez qu'il faut donner une chance à Jean-Marie de il faut donner une chance à Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui, dans la presse, c'est un nom. Jean-Marie Kassamba, quand il y a un problème, je l'ai dit, sincèrement, il s'est mouillé maillot. Il mène une diplomatie des couloirs qui est très important, que certains de nos confrères doivent encore apprendre à faire. Donc c'est rompu, il s'est mené, il s'est discuté. Donc moi, on est là. Moi, sincèrement, je ne me cache pas. Tu as dit que c'est le samedi prochain déjà. Oh, ouais, pas ce samedi, mais l'autre. Oui, oui. Donc moi, je l'ai dit. Donc s'il faut voter, tu voteras Jean-Marie Kassamba. Je l'ai dit sincèrement, s'il faut voter, moi, Yves Bouya, en âme et conscience, je voterai pour Jean-Marie Kassamba. Est-ce qu'on ne doit pas arriver à l'heure du renouvellement quand même de la classe dirigeante au sein de l'UNPC? Vous également, vous êtes pour la candidature de Jean-Marie Kassamba ou votre cœur bat pour le renouvellement, la jeunesse?
Non, d'abord, il faut commencer par critiquer les bilans de Jean-Marie pour se rendre compte s'il est bon, moins bon ou il est mauvais. Moi, je pense que Jean-Marie, nous avons eu à le reprocher à plus d'une fois quand il a commencé. Mais par la suite, je pense que Jean-Marie s'est vite rattrapé par rapport à ce que nous avons vécu. Ce n'est pas seulement le fait de postuler qui fait de vous candidat. Il y a d'autres candidats qui ne sont pas encore, qui ne se sont pas encore prononcés, qui pourront peut-être le faire le même jour. Mais moi, je pense que pour l'instant, nos frères qui ont postulé contre Jean-Marie ont encore du boulot à faire. Ils doivent pénétrer l'opinion, ils doivent, je dirais, pénétrer même le contexte politique de notre pays. C'est que Jean-Marie en a déjà. Donc, pour moi, je trouve que le candidat... moment n'est pas opportun pour moi de voter pour les jeunes qui ont postulé contre Jean-Marie. Donc, vous plaidez pour la reconduction de M. Jean-Marie Kassam? Absolument. Moi-même, j'ai assisté, j'en ai été victime à plus d'une fois. Ce que Jean-Marie avait fait, c'était au-delà de mes attendements. En fait, je ne pouvais pas s'attendre un jour voir Jean-Marie se mobiliser autant pour... Dans le cas que nous tous ici, nous avons connu. Parce que pour être président, c'est quoi? Il faut faire des Kasonga Chilunde. Qui peut remplacer aujourd'hui Kasonga Chilunde? Par cette manière de faire. Aussitôt un journaliste rencontre une difficulté, c'est directement le téléphone de Kasonga Chilunde qui sonne. Et directement, vous avez l'intervention. Et quand c'est la corporation qui appelle, vous vous sentez un peu à l'aise. Parce que là, au moins, la corporation est informée de votre situation de détresse. Mais est-ce que nos amis ont cet agenda que les autres ont, je dirais, ont passé beaucoup plus de temps pour en avoir? Donc c'est le carnet d'adresse de Jean-Marie Kassamba qui plaide pour sa faveur. Pour moi, j'ai dit les contextes politiques d'abord, et puis les carnets d'adresse de Jean-Marie plaident à sa faveur. Et pour moi, pour ces élections, je voterai pour Jean-Marie. Non, ce qui est aussi important, c'est les patrimoines immobiliers de l'UNPC. Vous savez que l'UNPC Kinshasa n'a pas un siège jusque-là, mais nous avons un site qui a été vendu. Jean-Marie m'a dit en privé qu'il va mouiller pour récupérer ce siège. Et si ce n'était pas le cas, il va trouver un siège pour l'UNPC Ville Kinshasa. Donc c'est très important. Au-delà de ces couloirs, de ces entrées dans la classe politique, dans la sphère politique, c'est vraiment un rompu. Donc moi je trouve ce qui est... Et puis moi je soulevé quelque chose de très important ici. Il avait des failles quand il est revenu de l'Europe. Et c'était sa proximité avec la presse a posé problème. Un peu comme Eric Nindou le fait, il était déconnecté de nos réalités. Déconnecté, oui. Eric Nindou qui est à la présidence, on sent que c'est quelqu'un qui... Non, il s'en fout même. Quand on lui dit Eric Nindou, tu dois arranger. Je m'en fous de ces journalistes de Kinshasa, je m'en fous d'eux. Il ne peut pas faire de la presse au Congo, communiquer pour les présidents de la République, sans pour autant composer avec les journalistes locaux. C'est complètement difficile. Et Jean-Marie, quand il est revenu, avec les programmes... Il avait encore cet orgueil là de l'Européen. Un but de lui-même. Il pensait que c'était moi, c'est moi qui sais faire la presse. Je travaille avec des médias étrangers, je suis vraiment routinier. Les journalistes de Kinshasa ne vont rien m'apporter. Mais les journalistes de Kinshasa ont imposé un rapport de force avec Jean-Marie, qui l'a opposé à discuter avec nous, à composer avec nous, et ça crée une proximité avec nous. Donc quand il y a un problème avec la presse, au-delà, avant que Jean-Marie, qui c'est le vieux Boucard, n'intervienne, mais on voyait Jean-Marie sur les premières lignes aussi, ouais, en train de cette intégration, il a compris la réalité, il a porté vraiment cette... Jean-Marie a compris ce qu'Eric Nindou tarde à comprendre. Oui, il tarde à comprendre. Donc ça, ce qui est très important, c'est les sièges qu'il doit donner à l'UNPC Ville Kinshasa, équiper ses sièges et apporter des réformes, c'est très important. Je ne suis pas contre la nouvelle équipe de l'UNPC, nous avons travaillé pour cela, mais je trouve qu'après la mort de Kasonga Chilunde, Jean-Marie est resté en harmonie, en symbiose avec le comité directeur de l'UNPC. Dirigé aujourd'hui par Gabi Kouba, notre ami Gabi Kouba. C'est une relation humaine, mais je vois que Jean-Marie est resté soudé à cette équipe. Ça prouve que jusque-là, il honore les conclusions du congrès des moines.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur nous-mêmes journalistes. Je vous ai fait appeler ici, les amis, pour qu'on analyse un peu les discours du président de la République. Edmond Izouba, je commence avec vous. Le président, en 2-3 jours, a fait 2 grandes sorties médiatiques. Une interview donnée à nos confrères de Jeune Afrique, une deuxième donnée à la très compétente Françoise Bouela et à Christian Lussakweno, où il aborde un certain nombre de choses. Je voudrais qu'on prenne point par point. Globalement, avant qu'on entre dans les détails, est-ce que vous pensez que c'est des sorties médiatiques réussies? C'est des sorties médiatiques opportunes? Est-ce que le président devait faire ces interviews à l'heure où nous parlons, M. Izouba? Merci beaucoup. Je crois avoir suivi depuis un certain moment le président de la République. C'est vrai, aujourd'hui, les focus, c'est là-bas, c'est Goma. Mais je crois que le président de la République sent les temps de la fin. Il le pressent. C'est-à-dire qu'il est vers sa sortie? Il est vers sa sortie. Il se rend compte lui-même qu'il n'avait pas réussi le premier mandat. Vous voyez? Alors, il a engagé une opération, je dirais une vaste opération de communication, de rachat. On peut appeler ça comme ça, pour racheter. Le président fait effectivement ce qu'on appelle les mea culpa, le pardon. Est-ce qu'il le fait bien, M. Izouba? Parce qu'il y a des commentaires un peu partout sur ce que le président a dit. Vous pensez que le président a bien communiqué lors de ces 2 dernières sorties? Bon, regardez ce qui se passe quand on fait une opération de mea culpa ou opération pardon. Ça dit, on ne tient pas compte souvent de certains paramètres. L'essentiel, c'est de dire pardon. L'essentiel, c'est d'avoir la compassion, la facilité de demander pardon. Le président n'a pas dit pardon dans cette interview-là. Il n'a pas dit pardon, il ne s'est pas excusé. Le président a dit ceci. Je ne sais pas, je n'étais pas au courant, je ne suis au courant de rien. Ce n'était pas moi. Donc tout ça, c'est pour dire que tout ce qu'il fait, qui se sont réalisés, ce n'était pas lui. Si c'était lui, c'est maquillé, il donne ça une autre forme. C'est un aveu d'impuissance. C'est un aveu d'échec. Est-ce que c'est pas irresponsable de la part de notre président de ça dire, ne vient que de je ne suis pas ça veut dire quoi? Je ne suis pas au courant, je ne connaissais pas. C'est pas non, il y a irresponsable. des esprits faibles. C'est-à-dire l'opération vise plus la masse, l'opinion. Mais les intellectuels ils comprennent facilement que le président a tapé à côté. Comment le président peut dire, pour une situation que tout le monde maîtrise, qu'il ne connaît pas son propre salaire à lui? Et puis il dit, je vous l'ai dit du fond de mon cœur. Il touche le cœur. Ça, c'est scandaleux pour vous. Non, pour moi, je suis déjà au courant qu'il est dans cette... J'ai fait la communication, je comprends. Je sais analyser. Même les gestuels du président de la République, je sais, je les ai analysés. J'ai compris que l'opération engagée par le président de la République face à une population en détresse, ça vient, c'est vrai, ça n'apporte pas des solutions. Mais quelque part, ça apporte ce qu'on appelle la compassion. Le président veut toucher les cœurs sensibles. Voilà. Il touche la sensibilité. Exactement. Donc, il touche là où ça peut, il peut encore bénéficier je dirais, d'une certaine compassion. On dit, voilà, en tout cas, accordons-lui un deuxième mandat. Donc, le président va vers là parce qu'il fait face à un bilan qui n'a pas réussi. Le président, aujourd'hui, regrette les temps passés, regrette d'avoir mal agi, regrette un peu comme Kabila l'avait fait. Si j'avais au moins 15 conseillers, aujourd'hui le président est dans les 6 j'avais. Or, il y a des fonctions appropriées où vous ne pouvez pas vous plaindre, où vous ne pouvez même pas regretter un acte parce que tout se passe sous votre contrôle. Le président ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il était au courant de rien, de tout ce qui s'est passé, en prenant par exemple le cas de Vital Kamerhe. On va revenir sur ça. Où il se met à se justifier. On va en parler prenant par exemple le cas de Jeep, où le président n'a pas donné aussi des réponses convaincantes. On parlera de tout ça. Où il se trompe pratiquement de tout. Donc, voilà pourquoi j'ai publié une tribune hier. J'ai écrit le mea culpa de Félix Tshisekedi 2 points. Le président se trompe ou il trompe. Yves Bouya, vous avez suivi les 2 interviews du président de la République. Est-ce que vous êtes dans le cadre de la compassion que M. Tshisekedi veut créer, ces chocs de compassion qu'il cherche à créer selon Izouba au sein de l'opinion publique, ou vous vous dites que c'est
du gâchis, c'est un raté que, comme j'ai vu beaucoup de journalistes et des éditorialistes s'est délecté de ce que le président a fait en disant c'est le raté du siècle. Non, Perrault, c'est vraiment une opération des charmes. Les présidents ont compris que en mi-mandat, pratiquement 2 ans et demi depuis qu'il est là, après qu'il s'est complètement défait de la coalition FCC Cash, il comprend que c'est lui le commandeur à bord, il a mis en place un gouvernement des warriors, mais rien ne marche. Maintenant, il s'est dit, bon, comme c'est moi l'image de la République, je me jette en pâture. Je me dis, bon, je me livre à la place des institutions, à la place de mes collaborateurs, à la place de mon gouvernement, à la place de mon cabinet. Alors, je me vends. Alors, il se vend comment? Une opération de charme dans l'opinion par des communications. Des communications, je l'ai dit, mais qui ne marchent pas. Les présidents de la coalition ou les présidents de la République communiquent, mais en se tuant lui-même dans sa communication. Vous pensez que ces communications-là, c'est une balle que M. Tshisekedi s'est foutu à la tête? Oui, il s'est foutu une balle dans la tête lui-même en communiquant. Il communique, mais très mal. C'est ça le vrai problème. Il pouvait bien communiquer, ça pouvait passer et donner du contenu dans sa communication. Mais quand il communique et qu'il les fait très mal, ça les bousille lui-même, ça les met en difficulté. Sur certains points liés à la bonne marche de la nation. Quand Izouba dit que c'est scandaleux que le président nous dise qu'on n'ait pas son salaire, vous êtes sur ces... Non, mais oui, mais c'est scandaleux quand le président dit que je ne connais pas son salaire. Et puis il dit, je ne connais pas, je ne prends même pas ça, je ne compte même pas sur ça. Mais ce n'est pas exorbitant. Mais oui, ce n'est pas exorbitant. Mais qu'il nous dise, c'est là on lui renvoie la question. Vous êtes les premiers fonctionnaires de la République, comment est-ce que vous vivez? Il est payé par les trésors publics. Comment vous payez les impôts, tout ça? Comment vous payez les impôts? Quand vous dites oui, c'est minime, je m'en occupe même pas, je sais même pas. Il a minimisé son salaire. Oui, quand tu minimises, tu dis, oui, c'est bon, je sais pas, mais je gagne 6 000 euros, 5 000 $. C'est les premiers fonctionnaires de la République payés par l'argent des contrôleurs congolais. Alors, on peut lui renvoyer la question, monsieur le président, vous travaillez, la République vous paye, mais comment est-ce que vous vivez? Vous avez une famille à nourrir. Vous avez des charges liées à votre fonction. Comment est-ce que vous voyagez? Vous êtes quand même rémunéré, vous vivez comment? Soit, moi je ne sais pas, je ne confirme pas, mais comme le président nous pousse à analyser, soit c'est la COP, je ne confirme pas, soit c'est des dons, soit c'est des legs, soit le président de la République vit des dons et legs, soit c'est de la COP. Donc je ne sais pas, donc c'est là où je dis le président lui-même se met en difficulté en communiquant. Donc il veut communiquer dans une opération de charme, mais il devrait en principe donner du contenu dans sa communication. Ça déjà c'est le premier fait. Ça c'est sur les plans humains comme fonctionnement, comme institution de la République, il veut se donner... je sais pas, il veut embellir son image en disant qu'il ne gagne absolument rien, mais dans l'entretemps ça le tue. Mais quand il va sur les fonctionnements de la République, c'est encore un gâchis. Allons justement sur le fonctionnement de la République. J'ai relevé quelques points. Parlons d'abord des élections que beaucoup de Congolais attendent en 2023. Le président de la République dit, on lui pose la question sur les garanties qu'on aura élection en 2023 à la date prévue. Il dit bien malin, c'est lui qui peut le garantir. Donc le président veut nous dire d'une certaine manière que nous n'aurons pas élection en 2023, mais il donne des éléments en disant que ce n'était pas lui, c'est le FCC qui a voulu imposer Ronsard Malonda. Il renvoie la balle à la Commission électorale indépendante. J'ai vu beaucoup de gens les critiquer, mais c'est honnête, c'est pas le président qui organise l'élection. Non. Il faut comprendre autre chose dans la communication du président. Au-delà de l'opération des charmes, mais le président de la République a donné une perspective. Pour les enjeux à venir, il a dit, mais à demi-mot. Non, en 2023, le président dit clairement qu'il n'y aura pas élection. Oui, c'est ça, il a dit. Mais il donne des raisons, il dit que ce n'est pas lui. Non, c'est ça que j'ai dit. C'est fait à volonté. C'est dit que je suis là, j'ai un bilan. On y va aux élections faire ces bilans ici. C'est moi qui serai cuit. Je vais mourir. J'aurai quel bilan à présenter? Le président de la République, on peut avoir un président à la Hollande ici. Un mandat et puis out. Un mandat et puis out, parce que les bilans posent problème. Il sait, moi, j'ai pas de bilan. Opération charme. Les deux, quand il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. C'est pas moi qui vais organiser. Il renvoie la balle à la CENI. C'était les mêmes méthodes que pratiquaient les kabylistes. Kabila nous disait ça. C'est pas moi qui organise l'élection, la CENI qui organise l'élection. C'est pas moi qui organise l'élection. Et quand vous suivez la chute de sa communication, il dit, on verra si la CENI nous dit qu'il n'avait pas possibilité d'organiser les élections en 2023. On verra comment est-ce qu'on puisse s'accorder. S'accorder, il dit déjà beaucoup de choses. Il dit comment est-ce qu'on peut avoir un glissement. Donc, il parle d'un glissement sans pour autant les citer.
sans pourtant les dire. Donc moi je pense que nous sommes dans un schéma que le Tshisekedi lui-même a préparé. Dans un contexte comme celui-ci, tu penses que ça sera possible que M. Tshisekedi puisse avoir son glissement? Moi je pense... Parce qu'il y a des décors déjà plantés, les Martin Fayoulou, les Katumbi, les Moi, Bemba. je pense que ça sera difficile. Quand je disais que Tshisekedi, il prépare un glissement, les gens me traitaient de fous. Vous avez vu l'arrivée de Peterson ici. Peterson, elle est arrivée. Tu nous as même dit ici qu'il avait déjà commencé à envoyer des émissaires pour Oui, préparer je vous ai dit. Je me rappelle. Peterson est arrivé. Quand Peterson dit que nous, les États-Unis, partenaires privilégiés de la République démocratique du Congo, veulent des élections en 2023. Ça met Tshisekedi face à ses responsabilités et ça met dans l'entretemps Tshisekedi en difficulté qui n'est pas dans cette dynamique d'organiser les élections. C'est ça maintenant le vrai problème. Comment vont-ils maintenant s'en sortir? Ce qui retient la classe politique jusque-là, au-delà que la loi portant statut fonctionnement de la CENI ait été votée au Parlement et déclarée même conforme à la Constitution. Déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. L'autre aspect qui retient encore le souffle de la classe politique, c'est la loi électorale. Quand cette loi sera discutée à l'Assemblée nationale et que Kamer ne se retrouve pas dans cette loi qui est déjà out, Bemba ne se retrouvait pas, Katoum ne se retrouvait pas, même les kabylistes ne se retrouvaient pas, qu'est-ce qui va se créer? Toutes ces forces vont se regrouper contre Tshisekedi. Ils vont tous se regrouper. Donc il y aura des ponts qui seront jetés à Oui, ça sera difficile. C'est là où je dis à Tshisekedi, il ne veut pas des élections, mais sera-t-il capable, soit à mesure, d'unir cette classe politique autour d'une même table? C'est ça la vraie question. Edmond Izouba, est-ce que M. le Président n'est-il pas seulement honnête quand il nous dit que bien malin c'est lui qui va garantir les élections? Le Président lui dit clairement qu'il a été mis en difficulté avec les FCC qui voulaient imposer Ronsard Malonda, et après il dit que c'est la CENI qui organise l'élection, c'est pas lui. Est-ce que c'est pas être un président honnête de dire la vérité aux gens plutôt que d'aller trouver la bête noire dans ce que M. Tshisekedi? Non, en fait, cette opération-là vise effectivement à anticiper certains points qui fâchent ou qui peuvent fâcher dans les jours à venir. Le président de la République, il utilise effectivement sa sincérité. Vous voyez, quand vous me posez la question pour dire est-ce qu'il n'est pas honnête, est-ce qu'il n'est pas sincère en les disant? Effectivement, il est sincère en les disant. Il a reconnu. Bien malin que c'est lui qui peut le garantir. Il a reconnu qu'il n'y aura pas élection. Alors, les raisons que le président de la République avanceront pour justifier la non-tenue des élections, c'est alors qu'il y aura les débats. Maintenant, on ne sait pas aujourd'hui, la CENI, qui n'est pas encore constituée, le bureau de la CENI donc, vous avez certaines opérations en principe, parce que les élections, c'est un cycle. C'est un processus. Mais jusque maintenant, on n'a même pas encore démarré un processus, ne serait-ce que l'enrôlement des électeurs. Rappelez-vous de l'année dernière, quand nous avions les années antérieures même, avec Bruno Tshibala, Sami Badibanga. Déjà en 2016, on avait démarré les opérations d'enrôlement province par province. On avait déjà les opérations en 2016. Et aujourd'hui, nous sommes en 2021. Bientôt, c'est 2022. Parce qu'il nous reste seulement 5 mois. Vous pensez que dans une année, on peut enrôler toute la République? Mais ce n'est pas la faute du président de la République. Le président dit que ce n'est pas lui, ça c'est le travail de la CENI. Voilà pourquoi je vous dis, l'opération vise effectivement au président de la République d'être honnête vis-à-vis de certaines réalités, de se rendre compte de son propre échec. C'est un échec pour un démocrate, c'est un échec pour un parti comme UDPS, qui se disent démocrates socialistes, de rêver à 2 ans pour l'organisation des élections. Moi, je dirais même à 1 année. Parce que les discussions avec les confessions religieuses pour la désignation du président de la République, pour la désignation du président de la CENI, vont encore nous prendre du temps. Et jusque-là, les confessions religieuses sont en train de se chamailler. Il y a l'Église catholique qui veut, l'Église catholique et l'ECC qui veulent ravir le monopole à d'autres confessions religieuses. Entre-temps, les autres confessions religieuses, donc, récusent l'Église catholique et l'ECC d'avoir présenté... Il faut donner raison au président de la République d'une certaine manière. Non, mais moi je vous dis... Donc le président a raison quand il nous dit que ce n'est pas moi, c'est eux. Je vous dis que c'est un échec pour un parti comme UDPS. Il a raison, oui. Il a dit qu'il n'y aura pas élection, oui. Il a dit en demi-mot. Mais le président de la République doit savoir que c'est un échec pour lui, pour un parti démocrate, pour un parti qui a lutté pendant plus de 36 ans pour la démocratie, pour
le droit de l'homme, pour la justice, de ne pas tenir un rendez-vous aussi constitutionnel comme celui des élections. Donc c'est une gaffe pour le président de la République. L'autre gaffe, je voulais l'épingler quand j'ai pris la parole pour la première fois, c'est qu'il faut comprendre le président à travers ses dires. Le président a annoncé lui-même à Bukavu, sur la place Indépendance, il a dit qu'il va mourir, il donnera sa vie si la paix n'est pas effective dans la partie est de la Il a même République. dit qu'il considérait que son mandat c'est un échec si la paix ne serait... Voilà ce qu'il voulait dire. Ouais. Donc on quitte de quelqu'un qui s'était décidé de mourir parce qu'il comprend maintenant certaines réalités que pour résoudre le problème de la paix, le problème de l'insécurité, il faut du temps, il faut de la méthode. Et lui-même, il a dénoncé des défaillances, il a dénoncé la magouille dans l'armée. Est-ce que cette réalité n'était pas connue du président? Combien de fois la société civile de ce coin de la République a dénoncé pour ce même problème de magouille qui se font au niveau de l'armée? Le président de la République parle dénoncer comme s'il était aussi membre de la société civile. Pourtant, ce sont des réalités qu'il connaît bien avant, pendant qu'il était dans l'opposition. Voilà pourquoi les amis de Lucha disent nous ne reconnaissons plus le Félix de l'opposant qu'il était. Et aujourd'hui, il donne l'impression de tout comprendre sur place. Est-ce que pour comprendre ces magouilles, il fallait être sur le champ de bataille? Pour comprendre cela, il fallait aller à Goma et ainsi de suite. Moi, je sais. Et je sais ce que se prépare. Le président est dans cette opération-là pour demander pardon, pour dire voilà, pardonnez-moi. Même ce que j'ai eu à prononcer avant, je n'avais pas de mots exactement. Donc la boîte à mourir là, en principe, c'était... il veut nous justifier que ça devait être une mort politique parce que ici il vient demander une vie de plus sur le plan politique. Pour qu'il survive, il a besoin d'un deuxième mandat. Alors, il faut corriger maintenant pour dire voilà, sans la paix, je n'aurai pas un deuxième mandat. Mais en 2023, ne soyez pas surpris parce qu'il risque de reproduire ou de produire encore d'autres phrases pour nous tromper ou soit il s'est trompé. Donc, je ne sais pas aujourd'hui. Le pays est conduit par qui? Et comment le pays est conduit? Donc le président, nous avons un président qui ne sait rien, qui nie tout, qui n'est pas au courant de tout, même quand c'est lui qui actionne. Je vous dis, le président a ordonné à partir de Kinshasa, le jour de sa rencontre avec le ministre belge, je crois, des Affaires étrangères, ou le vice-premier ministre belge qui était venu ici, le président de la République demande à ce que ces enfants-là qui protestaient, qui étaient en sit-in pendant une semaine dans la mairie de Béni, rentrent chez eux. Il a parlé de la manipulation. Pour éviter tout ça, les intempéries, parce qu'il y a des acteurs politiques derrière ces enfants qui sont en train de poursuivre un intérêt quelconque. Mais c'est le même président qui dit « Ah, je ne savais pas, je n'étais même pas au courant de cette dispersion et la manière dont les enfants ont été traités. » Non, le président de la République, vous devez vous assumer. Cette politique de Kadiocha, de l'UDPS, il ne faut pas amener à la tête du pays. Parce que l'UDPS, c'est quoi le mal chez les autres? Kadiocha, c'est quoi? L'enfer, c'est l'autre. L'enfer, c'est l'autre. Le mal chez l'autre. Nous sommes saints. Oui, ça se trouve chez l'autre. C'est ça le mal. Pour eux, c'est toujours comme ça. Eux sont des saints, les anges de tous les saints. Le mal, c'est les autres. Aujourd'hui, ils commencent même à regretter certains faits. Vous gardez la parole. Il a même encouragé à une certaine époque. Edmond Djouba, vous gardez la parole. On prend un autre aspect de ce que le président a dit sur Vital Kamerhe, par exemple. Là, je sais que vous êtes proche des Kamerhe, ça devait vous réjouir. Non, je suis proche du procès Vital Kamerhe. C'est-à-dire? Parce que j'ai eu le temps à couvrir de bout en bout ces procès. On sait que vous partagez les mêmes convictions qu'avec Kamerhe, et comme lui partage les mêmes convictions avec Martin Fayoulou, c'est clair, c'est connu. Quand le président de la République nous présente Vital Kamerhe comme un homme correct, il a dit que c'est un homme bien correct, un homme intelligent, sur qui le Congo peut encore compter. Est-ce que le président ne jette pas l'opprobre sur l'appareil judiciaire qui a condamné Kamerhe? Comment est-ce que le président de la République, garant de bon fonctionnement de les institutions, a pu laisser un homme correct, honnête, se retrouver Et puis le président se justifie, il dit que ce n'est pas lui, c'est le conseil des ministres. Comment vous avez jugé M. Tshisekedi sur l'affaire de l'affaire Kamerhe? Premièrement, le président de la République ne peut pas se dédouaner
de cette arrestation de Vital, je l'ai toujours dénoncé qu'il y avait un complot politique derrière Vital. Il a dit que c'est Ilou Nkamba qui a soulevé, c'était pas Mais lui. le complot a été facilité malicieusement. S'il le savait, c'est bien. S'il ne le savait pas aussi, c'est bien. Mais ça a été facilité par le président de la République. Pourquoi? Le procès au premier degré est pratiquement terminé. Vital est condamné. Vous savez ce que le président fait? Il signe une ordonnance, à moins qu'on me dise que le président n'avait pas lu. Il signe une ordonnance où il fait monter en grade non seulement les juges, mais les magistrats qui avaient instruit les dossiers. On le fait monter. Il prend la cellule de renseignement financier. Et les avocats aussi, hein, non? Les avocats de la République, vous pouvez m'expliquer aujourd'hui comment est-ce que le bâtonnier Koko Kayoudi est devenu allié de l'UDPS? Vous pouvez m'expliquer aujourd'hui comment l'avocat de la République principale est devenu président de la Cour constitutionnelle? Le professeur Dieudonné Kalouba. Dieudonné Kalouba. Alors expliquez-nous. Expliquez-nous, monsieur le président. Vous suivez les procès. C'est toujours vous, monsieur le président. Quand vous êtes rendu compte que les contentieux électoraux n'étaient pas bien organisés au niveau de la Cour constitutionnelle, vous avez interpellé, monsieur le président de la Cour constitutionnelle à l'époque avec son équipe, Benoît Luamba. Vous les avez reçus, vous avez donné les instructions, on a fabriqué ce qui ne s'est jamais fait dans le monde entier, on a créé des arrangements particuliers pour valider certains députés à cause de leur brouille. Ce n'est pas le président de la République. Et qu'est-ce qui empêchait le président de la République? Après avoir constaté les mêmes faiblesses, on arrête quelqu'un pour plusieurs dossiers. Les dossiers commencent à disparaître en phase préjuridictionnelle, en instruction. Le jour où Vital Kamerhe est comparé pour la première fois devant ces juges naturels, on nous présente un seul dossier. Les deux autres dossiers sont partis où? Les dossiers des médicaments sont partis où? Les sauts de moutons et tout le reste, c'est parti où? Non. Le projet, nous tous, nous le savons. Le programme du président de la République, je l'ai dit et je continuerai toujours à le dire. Je l'ai dit même dans ma chronique. Chronique d'un journaliste qui a couvert le procès. Lisez ça, M. Perro Louara. J'ai dit la clameur publique à l'innocence. Donc vous voulez dire quoi? Que le président de la République, c'est un peu un assassin qui vient pleurer devant la députée de la personne qui l'a abattu. Ça veut dire quoi? Le président de la République, c'est quelqu'un qu'on peut venir faire peur aujourd'hui et il cède à la pression. La clameur publique ne peut pas être au-dessus de la loi. C'est vrai, la population avait la colère à une certaine période parce que les 100 jours ne marchaient pas. Mais est-ce que ça nécessitait, effectivement, il faut livrer les gens, il faut et ainsi de suite pour venir regretter par la suite et les livrer par quelle manière? Le procès de Vital est parsemé de beaucoup d'embûches judiciaires et vous allez, c'est des ordures judiciaires. Comment des magistrats pris à partie, des juges pris à partie au niveau de la cour d'appel, informés, notifiés de leur prise à partie par leur organe, par leur instance supérieure, ils décident de notifier le 11 juin, le 15 juin, ils décident de rendre un arrêt. Et nous sommes dans quelle république? C'est ça l'état des droits. Même quand l'état des droits du président de la République est piétiné, ton vœu le plus ardent, ton cheval de bataille est piétiné. Comme c'est vital, le président ne pouvait pas intervenir. Pourtant, nous savons qu'il y a beaucoup de dossiers des membres de l'UDPS et de certains des ministres proches de l'UDPS qui sont protégés. Ils sont protégés par qui? Donc c'est une justice à double. Comment Lombo est sorti de la prison? Non, mais pour les cas de Vital, non, j'étais pas au courant. Non, et tout ça, nous regrettons. Vital, c'est honnête, c'est correct. Voilà pourquoi l'UNTSEGO m'a dit niet. Ok. Monsieur le Président, cette justification-là Ne passe pas. ne passe pas. Yves Bouya. Et pour nous à Goma, et pour nous à Bukavu, ça ne passe pas. Mais pourquoi? Parce que on vous a vu à deux. Vous êtes venu ici. Celui qui a parlé en premier, c'est l'autre là, que vous avez jeté en prison. Celui qui a demandé les voix, c'est l'autre là, que vous avez jeté en prison. Tout ça, vous avez gardé silence.
Et il y a même des lettres, des correspondances, Perrault, ça je ne vous dis pas. Les avocats des Camérés voulaient quitter Paris pour venir ici. La lettre est venue de Eberhard Colonial qui a signé pour interdire. Vous voyez même comment la présidence interfère aux affaires du gouvernement. Un DIRCAB qui interdit... Qu'on donne des visas à ces gens-là. Oui. Si, ça, imaginez. Ça, on se rappellera. Yves Bouya, dans le dossier Caméré, est-ce que vous pensez que le président l'a également atrébuché? Lui dit que le président de la République ne peut pas dire qu'il est ignorant. Le président dit que Caméré c'est un homme honnête, c'est un homme qui a encore de rôle à jouer en République démocratique du Congo. Comment avez-vous jugé le président dans l'affaire Caméré par rapport à ces interviews-là? Non, avant de passer sur le dossier Caméré, il y a un point très important que j'ai aussi retenu, mais pendant l'interview du président, le président a dit qu'il a droit à un deuxième mandat. Non, un deuxième mandat, c'est une possibilité, c'est pas un droit. C'est pas un droit. Non, c'est-à-dire que la loi ne lui interdit pas. Non, c'est ça que je dis, moi je parle sur le plan sociologique. Comment est-ce que, toi tu me parles sur le plan du droit, oui, mais sur le plan sociologique, comment est-ce qu'il aura droit à un deuxième mandat? Regardez ce qu'on voit ici, les bilans posent problème, pas de recettes à présenter en 2023, pas de discours, lui-même se justifie, se dédouane, il se complique la tâche, tu vois un peu. Un mandat, c'est pas, sur le plan sociologique, un mandat est une possibilité. Quand tu te dis en toi-même, est-ce que je puis postuler? On postule parce qu'on a un programme. Le président de la République a été élu sur base d'un programme et non sur base d'une vision. Et quand il dit j'ai une vision, qu'est-ce qui vous fait dire que sa vision à lui, il va les matérialiser en 2 ans, en 10 ans? Non, mais pour convaincre la population, parce que le président dit que cette vision-là, je vais le matérialiser lors de son mandat. Non, je t'ai dit, déjà, il a déjà 5 années déjà épuisé avec les problèmes du Congo. Qu'il s'est dit que pour les 5 années restants, s'il avait un second mandat, qu'il puisse matérialiser. Non, mais vous allez quand même pas refuser à ce que M. Tshisekedi postule pour un deuxième mandat. Non, c'est là où j'ai dit, c'est une critique sur le propos du président de la République. Il allait dire que j'ai été élu sur base d'un mandat, d'un programme que j'avais présenté aux Congolais, et je souhaite matérialiser ces programmes pour peut-être en 10 années, c'est très normal. Mais quand il parle des visions, c'est encore là où je dis que notre Tshisekedi devient dangereux. Très dangereux. Une vision, c'est quoi? C'est indéfini. On ne peut pas définir ça. Donc il peut rester là, jusqu'à ce qu'il dira, bon, on a l'embi na kenangai. C'est là où je parle sociologiquement, les mandats est une possibilité et non un droit. C'est à lui de voir, c'est à lui de voir. Est-ce que les Congolais, au regard de ma gestion, depuis que je suis là, les Congolais peuvent encore me donner un second mandat? C'est ce que Hollande a fait. C'était une possibilité. Il a regardé comment il a géré la France en 5 années. Qu'est-ce qu'il a donné aux Français? Qu'est-ce qu'il a fait sur sa gouvernance? Et il dit, est-ce que je peux? C'est une possibilité. Ça, c'est sur le plan sociologique. Sur le plan droit, ça, il accepte. Sur le plan des droits, c'est très normal. Il peut dire, oui, la Constitution ne me permet pas. Mais sur le plan sociologique, c'est une possibilité. Au regard de sa gestion, c'est les Congolais, de toutes les façons, ça ne sera pas... Revenons sur Caméré. Ça sera les Congolais. Donc, sur Caméré, j'ai toujours dit que ces dossiers Caméré, pour moi, au début, j'y croyais qu'on voulait, moi, j'ai toujours dit aux gens que Caméré a été arrêté ici. On nous a présenté qu'il y avait des tournements des fonds, c'est M. Appuyé la République, avec ses conjurés. Mais puis après un moment, on a suivi les dossiers au fond, j'ai compris que c'était rien. C'était qu'un règlement de compte. Monté par des amis du président de la République, pour régler des comptes à Caméré, pour dire qu'il fallait le président Seydou Oukamba qui a amené le dossier au Conseil des ministres, ce n'est pas lui. Déjà, il dit que ça a été rencheri par le ministre de la Justice. Encore grave. Les secrets des conseils des ministres ne sont pas livrés à la place publique. C'est encore grave. C'est encore grave. C'est là où je dis, qui conseille les présidents? C'est des secrets. Tout ce qu'on dit au conseil des ministres, un tel, à son un tel, on attend peut-être qu'ils prennent l'essentiel, qu'ils pondent dans un communiqué. Le président ne pas dire c'est Loukamba qui m'a apporté ça. Et il a été soutenu par le ministre de la Justice. Et j'ai été interrompu par mon ministre. Non. Et ces jours-là, Caméré n'était pas là. Le président lui-même fait se dédouaner. Mais pourtant, c'est lui qui conduit le conseil des ministres. C'est lui qui conduit le conseil des ministres. Quand tu suis tous les rapports des conseils des ministres ici, lui, Patrick Mouyaya,
Il dit quoi? Sous le leadership du président de la République, sous la supervision. C'est lui qui conduit le conseil des ministres. Alors lui, où était sa responsabilité dedans? Si le président n'arrive pas à s'assumer, donc c'est que je me dis, son leadership est ailleurs. Son leadership est ailleurs. Non, c'est Lukamba, c'est pas moi, c'est cette politique qui Zoubadi ici, des Kadiocha. Quand ça marche, oui, c'est nous. Quand ça marche pas, c'est pas nous. Donc, le dossier Kamere, pour moi, est une patate chaude entre les mains du président de la République. Patate chaude. Donc, ils ont formaté une chose. Ils se sont dit, oui, sous la clameur, peut-être des proches du président de la République, non, ce monsieur est encombrant, il dérange, il faut le mettre de côté. Ils montent un procès. On a dit bravo. Ce monsieur a volé l'argent, c'était un bon signal pour la République, un bon signal pour l'avènement de Tshisekedi à la tête du pays. Après qu'on gratte, on ne comprend rien. Maintenant, les problèmes se passent maintenant. Que faire des Kamere? Comment les libérer? Si on les libère, on dit déjà, ah, Koto Ibe Monsolamboka, c'est mettre en difficulté l'état des droits. Non, mais à entendre le président, Kamere peut bénéficier d'une mesure de grâce présidentielle. Hein? Moi, j'ai dit, d'abord, il n'a pas encore, il est allé en appel. Il ira, je crois, il est en cassation. Il a fait un pouvoir en cassation. Il a fait un pouvoir en cassation. Alors, pour bénéficier de cela, il faut attendre maintenant la décision de justice. Il n'a pas encore épuisé toute la... Non, même les 1 cas de sa condamnation, il n'a pas encore épousé ça jusque-là. La seule planche de salut des Kamere demeure une solution politique. C'est là où je dis le président n'est pas sincère dans ces dossiers. Non, c'est pas moi. Kamere, c'est quelqu'un d'honnête et sincère. Oui, quelqu'un d'honnête et sincère. Mais qu'est-ce qu'il faut en prison? Si c'était un collaborateur honnête et sincère pour toi, qu'est-ce qu'il faut en prison? Tu lui dis non. Mais c'est monsieur sincère. Mais qu'est-ce qu'il faut en prison? C'est là où je dis, une institution comme président de la République, quand ça communique, c'est pas pour des balivernes. C'est pas pour des bêtises. C'est du contenu. C'est de la matière. Mais quand je scrute de près les communications du président, je me dis, est-ce que le président veut communiquer pour plaire à l'opinion, soit il veut communiquer pour se racheter. Il y a beaucoup de légèreté quand même dans la façon de faire. Oui, ça a trop de légèreté. Soit il veut communiquer pour plaire à l'UDPS. Non, mais Perrault, un peu. C'est quand même ça. Donc, les dossiers vitaux pour moi, au-delà de l'arrestation, je suis sincère envers moi, je me dis, le président s'est dit, qu'est-ce que je dois faire pour me débarrasser du dossier Kamere? Il a passé un moment à l'Est. Après l'Est, il va être à Bukavu. Il dit que Kamere fera des grandes choses dans cette république. Mais il le fera comment? Il a déjà une réputation souillée. Une réputation souillée concoctée par l'entourage du président. Mais comment une personne dont la réputation est déjà souillée, et tu dis il jouerait un rôle important dans la République? S'il a une réputation souillée, mais comment est-ce qu'il peut en même temps jouer un rôle important dans la République? C'est là où je dis, le président lui-même, il dit des choses, il se contredit. Est-ce que c'est bien canalisé? C'est bien fignolé ces communications? C'est là où je dis, ça pose... À boire et à manger, ni boire et à manger. Les choses changent. Hein. La peur change des camps, en fait. J'ai, à un moment, regretté, moi aussi, du silence de l'UNC face à ces dossiers vitaux. Aussitôt, Billy prend ses fonctions comme secrétaire général, nous avons commencé à nous rendre compte que certaines vérités sur l'affaire Kamere commencent quand même à être dites sur la place publique. Quand le président de la République dit qu'il regrette, il n'était pas dedans, on lui reproche seulement de n'avoir pas instruit à la justice, et il dit même, j'ai laissé à la justice faire son travail. Il s'agit de quel travail? Ce n'est pas le président de la République lui-même qui a piétiné le travail de la justice, qui a accordé des grâces présidentielles aux deux gardes de Sokok et de l'OVD, Benjamin Wenga et l'autre là, Makabouza. Qui? Ce n'était pas le président de la République. Alors, ce n'était pas dans le dossier 100 jours. Quand il écrivait les noms, les deux noms de ce gars-là, il ne le savait pas? Non. Dans le dossier 100 jours, c'est quoi? La personne visée, c'est vital. On le vise, on l'arrête. Une tuto personnelle, personnellement. Une tuto personnelle. Un complot bien concocté, une cabale bien montée, alimentée par l'opinion, là où au départ personne ne pouvait dire un mot sur Vital.
Quand on dit, oh, il est voleur, lui, c'est fini, c'est un voleur. Il y a même certains leaders d'opinion qui ont pleuré sur des plateaux de télévision pour dire, Kaméré, retournez-nous notre argent. Les gens ont dit des choses comme ça. Et pourquoi ils n'ont pas dit pour les autres? C'était Vital. Alors, quand on commence à se rendre compte que Vital était le seul jusque-là à être arrêté, alors il fallait arrêter, faire des boucs émissaires, arrêter aussi les autres pour maquiller l'affaire. On nous a pris des Benjamin, des DG de l'OVD, de l'Office des routes, maquillage. Et bizarrement, c'est le même type d'arrestation. Quand on te convoque, Makala, on te convoque, Makala. On ne comprenait pas. Pourtant, dans le droit, il est dit, l'arrestation, c'est une exception. La liberté, c'est la règle. La liberté, c'est la règle. Cette règle-là n'a pas été appliquée par nos juges. Sous la barbe du président de la République, il le voyait. Même s'il n'a pas de barbe, mais il voyait comment ça se faisait. Il le voyait. Mais le président est allé visiter les sauts de moutons. Les gens, les militants, visiblement instrumentalisés avec les drapelets de l'UDPS, on demande au président de la République de laisser Vital Kamerhe en prison. Non, monsieur le président, c'est un jeu politique. Et vous l'avez réussi. Vous avez cloué Vital. Mais il peut lui donner une grâce présidentielle, peut-être. Non. Non, non, Parce que non, lui non, parle Attention. d'un règlement politique. Hein. Attention. L'affaire Kamerhe ne peut se régler que politiquement. À ce niveau, à cette étape de choses, Vital ne peut plus sortir de la prison par une grâce présidentielle. Non. Vous l'avez déjà tué. Laissez la justice réhabiliter Vital Kamerhe. Parce que les failles de la justice ont été diffusées en direct à la RTNC. Mais aujourd'hui, si Vital Kamerhe a bénéficié des avocats français, je ne sais pas, hollandais, ainsi de suite, c'est parce que même ces avocats-là suivaient les procès. Ils disent, mais ça, c'est quelle justice? Et aujourd'hui, l'État congolais, à travers ces bêtises, à travers tout ce que nous avons vu, est accusé au tribunal des droits de l'homme au niveau de Genève, où bientôt les procès vont commencer. Vous savez, à l'époque de Kabila, les gens ne comprenaient pas la rancune qu'il avait vis-à-vis de la communauté internationale. C'était en quelque sorte le répertoire de violations de droits de l'homme, comment je peux dire, de mal application de la justice. On a appliqué la justice à la place de la justice. Et là, aujourd'hui, quand le mal est fait, c'est communiqué au niveau international. On peut intervenir parce qu'il s'agit des droits de l'homme. Donc aujourd'hui, le président de la République est complice, si pas auteur, de cette arrestation de Vital Kamerhe. Madame, Monsieur, vous suivez l'émission s'appelle Débat. Deux invités avec moi. À ma droite, Monsieur Yves Bouya, journaliste, et à ma gauche, Edmond Izouba, lui également journaliste. On est en train un peu de décrypter les deux interviews accordées par son Excellence, Monsieur le Président de la République. La première à nos confrères de Jeune Afrique et le second à Françoise Bouela Boaki et à Christian Loussakweno de Top Congo Française et de la radio-télévision nationale congolaise. J'aimerais qu'on sorte un peu de l'interview du président. On me signale qu'on a dépassé la 50e minute. Parlons un peu, restons dans la justice, mais avec l'affaire Matata. Yves Bouya, Matata, vous savez qu'il y a 1 mois et demi, le Sénat a refusé d'élever ses immunités dans l'affaire Boukangalonzo. Le même procureur, près la Cour constitutionnelle, vient encore d'envoyer un réquisitoire dans lequel il demande le droit de poursuivre Matata, cette fois-ci, pour un autre dossier qui date des années 74. Matata aurait donc payé, Matata donc aurait payé des dettes extérieures de manière frauduleuse. Est-ce que ce n'est pas de l'acharnement contre M. Matata? Est-ce que ce n'est pas une politique mise en branle pour mettre mal à l'aise tous les potentiels candidats présidents de la République qui mettront la candidature ou la réélection de M. Tshisekedi en mal? Mais Perrault, vous savez, moi, j'aime rester vraiment journaliste. Parce que moi, j'ai craint pour la perspective 2023. À l'idée où nous avons un système, un pouvoir qui règle des comptes à ses adversaires, mais en se cachant derrière la justice. C'est ça les modes opératoires de l'UDPS. L'UDPS a vu... Moi, je suis là, je commence à éliminer mes adversaires. Au nom de l'état de droit. L'état de droit que je mets entre parenthèses. Il dit non.
comment écarter l'adversaire? Ça commence avec Kamere. On comprend après c'est un règlement des comptes. Kamere out. Tu nous as dit que le procès Kamere à l'époque n'était pas un procès politique. Non, C'était non, reçu non. plusieurs fois ici. Au début, je te l'ai dit. Tu as soutenu que Kamere a Je t'ai dit au début, oui. Mais quand on a gratté avec l'évolution du procès, on a compris que c'était un règlement des comptes. On a quitté Kamere avec les dossiers Kamere. Il est maintenant hors course. Maintenant, c'est Matata. Moi, je suis d'accord. Si Matata voulait que ces procès puissent avoir lieu, puissent exister. Si c'est prouvé noir sur blanc qu'il a volé dans la République, qu'il aille en prison. Mais j'ai craint, moi, à mon niveau, que Yves Bouya, ça soit un règlement des comptes. J'ai craint. Donc, à l'heure où je nous sommes, pense... quand vous regardez, vous scrutez l'affaire Matata, vous parlez quoi? Un règlement des comptes, un acharnement? C'est un règlement des comptes. Déjà, les réquisitoires, la réquisition du procureur général après la Cour constitutionnelle. Les sénateurs ont fait bloc autour d'eux. Ils disent on livre Matata. Ils ont vu que le Sénat est en vacances parlementaires. Ça sera les bureaux qui va se réunir pour répondre à la demande du procureur. Ça, c'est très normal. Ils ont exhumé un vieux dossier. Mais je te dis, on va être là. Je te dis, moi, je comprends que Matata, il faudra déjà les mettre out, il faut les mettre de côté. Je ne vois pas comment est-ce qu'il va s'en sortir. Donc, le bureau lèvera les immunités de Ça Matata. va lever ses immunités. Ça prouve qu'il y a acharnement. Pourquoi acharnement? Matata a des visées politiques. C'est très légitime. Autant que Kamere. C'est très légitime. Très légitime même pour moi, il faut d'avoir des visées politiques. C'est très légitime pour le chou congolais. Il a des visées politiques pour 2023. Je te donne les premiers faits. Matata, quand il a eu vent de cet acharnement, il était où c'est? Il était chez En Guinée. En Guinée. Il revient avant de revenir, il fait un tweet en s'attaquant à la justice, en traitant la justice d'une justice Politiquement motivée. Politiquement motivée, instrumentalisée d'ailleurs. Matata arrive, Matata mobilise même à l'aéronjili. Chose que Matata n'a jamais fait depuis qu'il a été là, depuis qu'il est acteur politique. Même pas Premier ministre. Avant d'arriver, il est passé par Addis. Nous connaissons ici ce que c'est Addis. Au sein de l'Afrique, les rôles que ça joue, c'est le siège de l'institution de l'Union africaine. Il est passé par Addis. C'est sûr qu'à Paradis, il a discuté. Quand il fait ces trucs-là, c'est qu'il a obtenu des garanties. Il revient ici. Il crée un front au Sénat contre Tshisekedi. Tshisekedi reçoit les sénateurs. Tshisekedi donne instruction aux sénateurs. Ne faites pas obstruction à la justice. Mais lui crée un bloc. Les sénateurs ont fait bloc autour de lui. Ils disent non, on les livre Matata. Mais là, le pouvoir, dans ses bras de fer, c'est Matata qui a gagné contre Tshisekedi. Maintenant, les pouvoirs Tshisekedi développent une autre intelligence qui dit ah, comme on a échoué sur ces schémas ici, on doit exhumer certains dossiers. Une plainte qui date d'il y a 2013 pour une plainte déposée par Kabila. Maintenant, ce qui est normal, je ne sais pas, comment est-ce que Matata va s'en sortir? C'est là où je dis, tant mieux, il est prêt à répondre. Alors, c'est ce que j'ai vu de ces pouvoirs Tshisekedi. Un pouvoir où tu te dis, pour faire mettre mon adversaire en difficulté, je me cache derrière l'état des droits pour régler des comptes. Donc la justice devient un instrument contre les adversaires. Un instrument contre les adversaires. C'est Kamere. C'est Matata Jourdo demain. Ça sera Katumbi. Ça sera Jean-Pierre Bemba. Ça sera Fayulu. Alors, c'est un système que Desplessis met en place pour dire, non, comme on n'a pas un bilan propre à présenter, on ne sait pas comment est-ce qu'on ira au Congolais, devant le Congolais en 2023. Qu'est-ce qu'on veut? On doit mettre nos adversaires en difficulté, rester avec un candidat unique Qui est Félix Tshisekedi. Qui est Félix Tshisekedi. Avec lui, on partira avec lui pour rappeler pour un deuxième mandat. Ça, ce n'est pas bon pour l'état des droits. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les politiques, des fois, ils acceptent l'inacceptable. Les politiques, des fois, acceptent l'inacceptable en politique. Ça arrive. Regardez ce qui est arrivé à Genève. Bemba, out. Katumbi, out. Pour faire partir Kabila, moi la Katumbi, moi la Bemba, j'accepte l'inacceptable. Je soutiens Martin Fayulu. Nous soutenons Fayulu. Ça va arriver l'inacceptable. Comment? On va arriver à un moment, Tshisekedi va penser que moi j'ai fait mal à Kamere, j'ai fait mal à Matata, j'ai fait mal à Fayulu, j'ai fait mal à Katumbi. Mais ces gens-là, à un moment, au nom de l'inacceptable, feront bloc. Contre Tshisekedi. Contre Tshisekedi. Tshisekedi sera l'ennemi commun. L'ennemi commun.
C'est comme tu sais qui prend, oh les immunités, je vais lever les immunités. Il oublie que lui-même sera sénateur demain après-demain. Il veut mettre toutes les personnes en prison. On lui a dit, mais tu vas arrêter Kamere en prison, tu vas arrêter Matata. C'est dangereux de laisser tous ces leaders politiques là en prison. C'est même un danger pour toi. C'est aussi un danger pour Tshisekedi. S'il pense que lui-même, pour protéger son pouvoir, comme devient gens de son pouvoir, d'éliminer ses potentiels adversaires, il va mettre tous ces politiques-là ensemble. Il risquerait, Tshisekedi, dans sa politique, d'éliminer ses adversaires politiques. Ça, je l'ai dit sous journaliste, j'analyse. Mettre Katumbi et Kabila. Ça, je suis journaliste politique. Katumbi et Kabila ensemble. Il risquerait de mettre Bemba, Katumbi, Kabila ensemble. Même Kamere, Matata ensemble. Au nom de l'inacceptable. Parce qu'il y a une politique d'acharnement. Et ça, c'est même très dangereux pour le pouvoir de Tshisekedi. Vous avez la parole dans l'affaire Matata. Vous voyez aussi que c'est un acharnement. Il dit que c'est la même machine qu'on a utilisée contre Kamere, qu'on a retourné à l'heure actuelle contre M. Matata Ponyo. Non, moi je ne crois pas, je ne vois pas encore. Parce que je dois quand même être honnête vis-à-vis de moi-même. Pour le procès Kamere, je comprends. Parce que le procès a été diffusé en direct. Parce que j'ai couvert le procès. Parce que j'ai vécu moi-même certaines réalités. Nous l'avons vécu. Quand déjà, quelqu'un comme Jamal, qui a gagné les marchés, il a dit qu'il a reçu la totalité de l'argent. Et vous poursuivez quelqu'un. Et vous estimez que lui aussi faisait partie des gens qui avaient récupéré l'argent avec Jamal. Pourtant, Jamal dit non, j'ai récupéré tout l'argent. Moi, poursuivez-moi pour avoir pris votre argent. Laissez-les. Nous avons eu beaucoup de choses, beaucoup d'éclairages qui ont facilité cette thèse à dire et à prouver qu'il s'agissait de l'acharnement. Du côté Matata, c'est pas de l'acharnement. Maintenant, pour Matata, je n'ai pas encore déniché un acharnement, mais je comprends que sur Matata pesaient plusieurs dossiers judiciaires. Et que Matata, c'est vrai, il est sénateur, mais il y a tellement beaucoup de dossiers sur Matata qu'on le veut bien voir comparaître. Je commence d'abord par l'IGF, qui fait quand même un travail jusqu'ici très appréciable, et je salue même Jules Alinguete qui venait de totaliser 1 année à la tête de cette structure, ancienne structure du ministère des Finances, aujourd'hui rattachée à la présidence de la République. Félicitations et mes encouragements. Il y avait les enquêtes sur Boukangalonzo qui ont parvenu à livrer certaines vérités sur la gestion de ce projet. Alors, il n'appartient pas aujourd'hui aux sénateurs de bloquer. Un peu comme je dirais à la présidence de la République, quand le président a demandé à Vital, tu vois comment pour ces dossiers, Vital a dit non, 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 on n'est pas dedans. La présidence n'est pas dedans. Et puis, 2 jours, 3 jours après, Vital va on l'a envoyé, il est allé comparaître. Il n'y a pas eu d'obstruction. Ça, je suis d'accord. Mais il ne faut pas aujourd'hui que les sénateurs refusent de livrer Matata parce qu'ils ont... Bon, peut-être qu'ils ont suivi aussi le procès Vital. Ils se sont rendus compte, un peu ce qu'il va dire, qu'il s'agissait de l'acharnement sur la personne de Matata. Mais jusque-là, ce n'est que des procès d'intention. Parce que nous sommes les intellectuels. Si on regarde, on nous diffuse ou on couvre le procès Matata, on remarque des failles, nous allons les dénoncer à la télévision. Nous allons les dénoncer comme on l'a fait pour Kamere. Nous allons les dénoncer comme on l'avait fait pour les Diongo et les restes. Il ne faut pas aujourd'hui, M. Perrault, les mêmes méthodes dictatoriales utilisées par Mobutu, appliquées par Kabila, de le voir continuer avec Tshisekedi. Non, ça restera comme des cas jurisprudentiels où chaque président arrive au pouvoir, il commence d'abord par la détection de ses ennemis politiques et il commence par le mettre en prison l'un après l'autre. Non, non. Nous ne devons pas appliquer cette politique-là parce que ça ne paye pas, parce que ça salit la République. Nous voulons une République propre, un état de droit au vrai nom, au vrai sens, pas un état de droit
qui ne reste que dans des débats, qui ne reste que dans des discours, ainsi de suite. Et heureusement, aujourd'hui, le président de la République lui-même n'en fait plus mention. Hein. Merci. Parce que là, avant, c'était état des droits, état des droits. Avec les arrestations, on brandissait l'état des droits comme un trophée. On pensait déjà l'avoir. Pourtant, nous étions que dans un processus. Et j'ai comme l'impression que le processus de l'état des droits a été interrompu par ces méfaits. Tout ce que nous voyons, les imperfections autour de notre justice. Pourtant, le président de la République nous a garanti, avec la nomination de magistrats, comment voudrez-vous, M. Perrault, un magistrat, un juge, qui enquête, qui table même, parce que l'enquête, c'est le parquet, un juge qui table sur un grand procès comme celui de Vital Kamerhe, trouve la mort. Trouve la mort. Comment... Vous parlez des juges Yanni, perd son âme. Perd son âme, juge Yanni. Raphaël Yanni, perd son âme. Mais comment expliquer dans une république où on prend l'état des droits, on peut accepter cette mort? Non, ça n'existait pas. Ça fait peur à d'autres juges de dire les bons droits. Ça fait peur à d'autres juges de dire la vérité. De dire la vérité. Et aujourd'hui, la vérité sur la mort de notre juge est resté un mystère. Non, nous devons quitter cet état des choses. On va terminer Nous devons appliquer exactement et sincèrement, honnêtement, cet état des droits que nous prenons, et nous devons retourner l'état des droits dans le discours du président de la République, parce que de moins en moins on commence à le citer. Merci beaucoup Edmo Izouba. Merci également à vous Yves Bouya d'être venu. On a fait quoi, 1h05. La main sur le cœur, je tiens à vous dire grand merci. Merci. Et bon vent à tous vos médias. Madame, messieurs, cette émission est terminée. Deux invités étaient donc avec moi. Je le rappelle, à ma droite, monsieur Yves Bouya, et à ma gauche, monsieur Edmo Izouba. Les deux sont donc des journalistes. On a fait la lecture de l'actualité en République démocratique du Congo. Retrouvons-nous lors d'un prochain numéro de cette émission. Entre-temps, je vous souhaite le meilleur du monde. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Allez, bonsoir. Mukunzi.